À genoux. Nettoie ça. Maintenant. La voix d'Amélie, aussi tranchante qu'un éclat de verre, déchira le murmure feutré de la fête. Tous les regards se tournèrent vers la scène. Au centre de l'attention, Chloé, le visage pâle, fixait la minuscule tache de vin rouge qui venait de souiller la chaussure blanche immaculée de sa cousine. Une chaussure qui, elle le savait, coûtait plus cher que 3 mois de loyer pour le petit appartement qu'elle partageait autrefois avec sa mère. L'humiliation était totale, publique et intentionnelle. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton J'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. La Villa Belle Étoile, perchée sur les hauteurs de la Côte d'Azur, était un paradis de pierres blanches et de jardins luxuriants surplombant la mer Méditerranée. Ce soir-là, elle scintillait de mille feux. Des rires cristallins se mêlaient à la musique lounge, tandis que des invités triés sur le volet, vêtus de lin et de soie, sirotèrent du champagne. C'était la fête annuelle organisée par Bernard et Isabelle, les oncles et tantes de Chloé, des gens dont la fortune était aussi vaste que leur manque de compassion. Chloé n'était pas une invitée, elle était une employée non déclarée, une ombre silencieuse dont la présence était tolérée uniquement parce qu'elle était une nécessité pratique. Sa mère, la sœur de Bernard, luttait contre une maladie grave dans une clinique privée hors de prix, et chaque facture était payée par le compte en banque de son oncle. Chaque sourire forcé, chaque service rendu était le prix à payer pour la survie de sa mère. Amélie, la fille unique de la maison, resplendissait dans une robe de créateur qui semblait tissée de lumière. Elle était la reine de ce royaume et prenait un plaisir cruel à le rappeler à Chloé. L'incident du vin n'était pas un accident, mais une opportunité. Alors que Chloé, tremblante, tentait de s'excuser, Amélie sortit son smartphone, un sourire mauvais étirant ses lèvres parfaitement maquillées. « Oh, ceci va faire une story Instagram parfaite », lança-t-elle assez fort pour que tout le monde entende. La Cendrillon des temps modernes, forcée de nettoyer les dégâts, n'est-ce pas adorable? Elle filma la scène, zoomant sur le visage de Chloé, puis sur ses propres chaussures. La honte brûlait les joues de Chloé comme un feu ardent, mais l'image de sa mère, fragile dans son lit d'hôpital, connectée à des machines qui coûtaient une fortune par jour, éteignit la flamme de la révolte. Elle ne pouvait pas se permettre la fierté. Lentement, sous les regards amusés ou gênés des invités, elle s'agenouilla. Elle prit une serviette en papier sur un plateau voisin et, les mains tremblantes, commença à tamponner délicatement le cuir blanc. Un peu plus loin, près des rosiers qui embaumaient l'air du soir, un homme observait la scène en silence. C'était Léo, le nouveau jardinier. Il avait été embauché il y a quelques semaines à peine. Il portait une simple chemise de travail et un pantalon usé. Ses mains étaient couvertes de terre et son visage était celui d'un homme habitué au travail physique sous le soleil. Personne ne lui prêtait attention. Il n'était qu'une partie du décor, comme les statues de marbre ou les fontaines. Mais ses yeux étaient vifs, intelligents et une lueur de colère froide y brillait alors qu'il regardait Chloé s'humilier. Il n'intervint pas. Il se contenta de regarder, mémorisant chaque détail, chaque ricanement, chaque regard détourné. Il serra le manche de son sécateur si fort que ses jointures blanchirent, le métal froid s'enfonçant dans sa paume. Pour les invités, il n'était qu'un simple ouvrier, invisible. Pour Bernard et Isabelle, il était juste le jardinier, un nom qu'ils n'avaient même pas pris la peine de retenir. La torture de Chloé dura ce qui sembla une éternité. Une fois la chaussure propre, Amélie la renvoya d'un geste dédaigneux. « C'est bon, tu peux disposer maintenant. Essaie de ne plus rien casser, la pauvre. » Chloé se releva, les jambes flageolantes, et se réfugia dans l'ombre de la cuisine, les larmes qu'elle avait retenues coulant enfin sur ses joues. Elle se sentait seule, piégée et sans espoir,
croyant que personne dans ce monde de richesse et de cruauté ne se souciait de son sort. L'écho des rires de la fête lui parvenait comme une insulte de plus. Elle sortit son propre téléphone, un modèle ancien à l'écran fissuré, pour regarder une photo de sa mère souriante, prise avant la maladie. C'était son unique raison de tenir. Pendant ce temps, dans le silence relatif du fond du jardin, Léo s'arrêta de tailler un buisson. Il sortit de sa poche un smartphone dernier cri, un appareil qui contrastait violemment avec son apparence modeste. D'un pouce rapide, il ouvrit une application de messagerie sécurisée. Il sélectionna un contact enregistré sous le nom de directeur financier et tapa un court message. Phase 1 de l'évaluation terminée. Les résultats sont décevants. Préparez les documents, nous accélérons le processus. Il rangea le téléphone et reprit son sécateur, le bruit métallique des lames se refermant sur une branche de rose étant le seul son qui trahissait la froide décision qui venait d'être prise. Chloé, pleurant en silence dans son coin, n'avait aucune idée que l'homme le plus puissant de toute la soirée n'était pas l'un des invités en costume, mais le jardinier silencieux qui venait de sceller le destin de sa famille d'un simple message texte. Les larmes de Chloé séchèrent sur ses joues, laissant des traces salées sur sa peau fatiguée. La fête s'éteignit lentement, les derniers invités partant dans un bruit de moteurs puissants et de rires étouffés. Pour Chloé, la nuit ne faisait que commencer. Elle passa des heures à nettoyer, à ramasser les verres vides, à essuyer les taches collantes sur le marbre, chaque geste mécanique alimenté par une tristesse sourde. Le soleil se levait à peine sur la Méditerranée, peignant le ciel de rose et d'or, mais à l'intérieur de la villa, la fête laissait derrière elle un champ de bataille de luxe et d'excès. C'est sa tante Isabelle qui la trouva endormie quelques instants sur une chaise de la cuisine, la tête appuyée contre le mur froid. « Tu comptes rester là à rêver toute la journée ?» siffla Isabelle, sa voix dépourvue de toute chaleur. « La story d'Amélie a déjà plus de 20 000 vues. Tout le monde a vu à quel point tu es une bonne à rien. Maintenant, prépare le petit déjeuner. Bernard a une journée importante. » L'humiliation de la veille n'était pas terminée. Elle n'était que le prélude d'une nouvelle journée de servitude. La pression monta d'un cran quelques heures plus tard. Alors qu'elle servait le café à son oncle, son téléphone vibra dans sa poche. Un son strident qui brisa le silence pesant de la salle à manger. C'était un SMS de la clinique. « Bonjour, mademoiselle Chloé. Nous vous informons que le paiement pour les soins de votre mère est en retard de 48 heures. Sans régularisation sous 24 heures, nous serons contraints de suspendre le traitement. » Le monde de Chloé bascula. Chaque mot était un coup de poignard. Elle sentit le sang quitter son visage. Rassemblant le peu de courage qui lui restait, elle se tourna vers son oncle, qui lisait son journal financier, en l'ignorant superbement. « Oncle Bernard, j'ai reçu un message de la clinique. Ils disent que le paiement est en retard. » Bernard baissa lentement son journal, un air d'ennui calculé sur le visage. « Ah oui, j'ai oublié. Tu sais, avec la fête et toutes ces choses en tête, je m'en occuperai. » Mais il y avait une lueur cruelle dans ses yeux. « À condition, bien sûr, que tu continues à te montrer utile. Nous n'aimons pas les bouches inutiles à nourrir, n'est-ce pas? » C'était un chantage à peine voilé, une laisse invisible qu'il resserrait autour de son cou. Anéantie, Chloé se réfugia dans sa chambre, une petite pièce austère au-dessus du garage qui contrastait violemment avec le luxe du reste de la villa. Elle s'assit sur son lit, le cœur battant la chamade. Elle était piégée. Sa mère allait mourir si elle ne se pliait pas à leur moindre caprice. Elle se sentait si impuissante qu'elle aurait voulu crier. C'est alors que son téléphone émit un nouveau son, différent cette fois. Une notification de son application bancaire, qu'elle n'ouvrait presque jamais. Par curiosité, elle cliqua. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Un virement venait d'être effectué. Pas sur son compte, mais directement sur le compte de la clinique. Le montant était exactement celui de la facture en souffrance au centime près. Elle regarda la référence du virement, s'attendant à voir le nom de son oncle. Mais la référence n'était qu'une seule lettre, énigmatique et solitaire, L. Son esprit s'emballa.
Qui était ce mystérieux bienfaiteur? Son oncle jouant un jeu étrange. C'était impossible, cela ne lui ressemblait pas. La confusion se mêla à un immense soulagement. Pour aujourd'hui, sa mère était en sécurité. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle époussetait le bureau de son oncle, elle l'entendit parler au téléphone dans le couloir. Sa voix était tendue, pleine d'une colère qu'elle ne lui avait jamais entendue. Comment est-ce possible? Un transfert non autorisé de cette somme, c'est une faille de sécurité majeure. Je veux que vous retrouviez la source immédiatement. Non, ce n'est pas moi. Vérifiez toutes les transactions liées à ce nom. Dubois. Oui, Luc Dubois. Je veux savoir qui est cet homme et ce qu'il me veut. Le nom résonna dans l'esprit de Chloé. Dubois. Elle ne le connaissait pas. Bernard raccrocha avec un juron et quitta la maison en claquant la porte. Poussée par une curiosité nouvelle, Chloé entra dans le bureau. Sur l'imprimante, une feuille venait d'être imprimée et oubliée dans la précipitation. C'était une copie d'un acte de propriété. Le cœur de Chloé se serra en reconnaissant l'adresse. C'était la petite maison de son enfance, celle que sa mère avait été forcée de vendre pour payer les premiers traitements. Mais en regardant de plus près, quelque chose clochait. La signature de sa mère, en bas de la page, semblait étrange, tremblante, pas comme sa belle écriture habituelle. Et le nom de l'acheteur n'était pas celui d'une personne, mais d'une société. Égide Investissement. D'une main tremblante, elle sortit son téléphone et prit une photo du document. Troublée, elle sortit prendre l'air dans le jardin. C'est là qu'elle vit Léo, le jardinier. Mais il ne s'occupait pas des fleurs. Il était accroupi près d'un mur de pierre, à moitié caché par un buisson. Il ne tenait pas un sécateur, mais une tablette numérique dernier cri. L'écran, qu'elle aperçut une fraction de seconde, affichait une mosaïque d'images provenant de caméras de surveillance couvrant chaque angle de la propriété. Il ressemblait moins à un jardinier qu'à un agent de sécurité de haut niveau. Il la sentit approcher et, d'un geste vif, il cacha la tablette et se redressa, saisissant une cisaille avec un naturel presque trop parfait. « Bonjour, mademoiselle », dit-il d'une voix calme, son regard insondable. Chloé sentit un frisson la parcourir. Cet homme, ce « elle » du virement, ce nom « Dubois » prononcé par son oncle. Tout commençait à former une image confuse et inquiétante. Cette nuit-là, le sommeil la fuyait. Allongée dans le noir, elle repensa à tous les événements de la journée. Le virement anonyme, la colère de son oncle, le nom Dubois, l'acte de propriété suspect et Léo avec sa tablette. Poussée par une intuition, elle sortit son téléphone. L'écran fissuré s'illumina dans l'obscurité. Elle ouvrit son navigateur et, le cœur battant, tapa le nom de la société qu'elle avait vue sur le document. Égide Investissement. Les résultats s'affichèrent. Le premier lien était le site officiel. Elle cliqua dessus. La page d'accueil était sobre, professionnelle. Elle chercha un onglet, une information, n'importe quoi. Elle trouva une section intitulée « Notre équipe ». Son souffle se coupa. En haut de la page, sous le titre « Président-directeur général », se trouvait la photo professionnelle d'un homme en costume impeccable, au regard perçant et au sourire confiant. Un homme qu'elle avait vu quelques heures plus tôt, les mains dans la terre, vêtu d'une simple chemise de travail. C'était Léo. Ce qu'elle lisait sous son vrai nom, Luc Dubois, allait non seulement changer sa vie, mais aussi déclencher une vengeance qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le téléphone glissa des mains tremblantes de Chloé et tomba sans bruit sur la couverture usée. Léo, le jardinier silencieux, était Luc Dubois, le président milliardaire d'une puissante société d'investissement. La révélation était si énorme, si invraisemblable, qu'elle laissa Chloé le souffle coupé. Tout s'éclaira d'un coup, le virement anonyme, la colère de son oncle, la surveillance de la villa. Ce n'était pas un simple jardinier. C'était un prédateur déguisé en proie, un roi se faisant passer pour un pion sur son propre échiquier. Une vague de peur la submergea, immédiatement suivie par une étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Elle n'était peut-être plus seule.
Ramassant son téléphone, elle retourna sur le site web, lisant chaque mot, mémorisant chaque détail sur cet homme énigmatique. Elle comprit alors que le jeu venait de changer. Elle n'était plus une victime passive, elle était devenue une joueuse qui venait de découvrir la carte maîtresse de son adversaire. Le lendemain, Chloé se comporta comme si de rien n'était, mais une détermination froide avait remplacé son désespoir. Elle servit le petit déjeuner avec le même air soumis, endura les remarques acerbes d'Isabelle sur sa lenteur, mais à l'intérieur, elle était une espionne en mission. Son téléphone, autrefois source de mauvaises nouvelles, devint son arme. Elle activa discrètement la fonction d'enregistrement audio chaque fois qu'elle entrait dans le bureau de son oncle pour faire le ménage. Elle le posait, écran vers le bas, sur une étagère poussiéreuse, cachée derrière une pile de vieux livres. Et les preuves commencèrent à s'accumuler. Elle enregistra une conversation téléphonique où Bernard se vantait auprès de son avocat d'avoir obtenu la signature de sa sœur malade sur l'acte de vente de sa maison, alors qu'elle était sous l'effet de puissants médicaments. Il riait en disant « Elle ne se souviendra même pas de l'avoir signé ». C'était d'une facilité déconcertante. Le cœur de Chloé se glaça en entendant ces mots, mais elle serra les poings, la colère lui donnant une force nouvelle. Elle sauva le fichier audio dans un dossier secret, protégé par un mot de passe qu'elle nomma Justice pour maman. Pendant ce temps, Amélie, inconsciente du danger qui la guettait, continuait d'étaler sa vie luxueuse sur Instagram. Chaque jour, elle postait des dizaines de stories, des sacs de créateurs, des repas dans des restaurants étoilés, des selfies arrogants dans des voitures de sport. Chloé, qui la suivait depuis un compte anonyme, commença à faire des captures d'écran de tout. Elle documenta chaque dépense extravagante, chaque commentaire méprisant sur les pauvres. Un jour, Amélie posta une vidéo d'elle se moquant d'une mendiante dans les rues de Cannes, avec la légende « Certaines personnes devraient juste faire un effort, lol ». Chloé enregistra la vidéo. Une autre fois, elle se filma en train de jeter à la poubelle une robe à peine portée, parce qu'elle n'était plus à la mode. Elle créait un portrait numérique de leur cruauté et de leur arrogance, une mosaïque de preuves qui serait accablante le moment venu. Elle savait que leur propre vanité serait leur perte. Sa relation avec Léo, ou plutôt Luc, prit une nouvelle tournure. Elle ne lui dit rien de sa découverte, mais un lien silencieux s'établit entre eux. Leurs regards se croisaient, parfois dans le jardin, et elle y lisait une compréhension, une promesse tacite. Un après-midi, alors qu'elle sortait les poubelles, il s'approcha d'elle, prétextant vérifier une plante. « Faites attention, mademoiselle Chloé », murmura-t-il sans la regarder directement, sa voix basse et grave. Les murs de cette maison ont des oreilles, mais les caméras ont des yeux. Certains angles morts sont plus sûrs que d'autres. Le coin près du vieux chêne, par exemple. C'était un avertissement et un conseil. Il savait. Il savait qu'elle agissait et il la guidait. Ce jour-là, elle comprit qu'elle avait un allié, et pas n'importe lequel. Plus tard, elle trouva une petite clé USB posée discrètement sur le rebord de la fenêtre de sa chambre. Elle la brancha sur son vieil ordinateur portable. La clé contenait un seul dossier. À l'intérieur, des copies numérisées de transactions bancaires. Elle vit des sommes colossales, des millions d'euros, détournées des comptes de l'entreprise familiale de son grand-père, une entreprise que Bernard était censé gérer, vers des comptes offshore au nom de Égide Investissement. C'était la preuve irréfutable du vol, de la trahison qui avait financé le luxe dans lequel il se vautrait, pendant que sa mère dépérissait. L'escalade de la cruauté de sa famille atteignit son paroxysme quelques jours plus tard. Bernard, furieux après un mauvais investissement, passa sa colère sur Chloé. Il la convoqua dans son bureau. « La clinique a encore appelé », gronda-t-il, son visage rouge de fureur. « Les coûts augmentent. Ta mère devient un fardeau financier insupportable. » Il jeta une pile de factures sur le bureau. « Je pense qu'il est temps de considérer des options moins coûteuses. Un établissement public, peut-être. » La menace était claire. Si elle ne se pliait pas à ses volontés, il la laisserait mourir. Chloé sentit la nausée monter, mais elle garda son calme. Elle savait que son téléphone, posé sur la table basse, enregistrait chaque mot.
Comme vous voudrez, oncle Bernard, répondit-elle d'une voix neutre, une soumission feinte qui masquait la rage bouillonnant en elle. Son calme apparent le désarçonna et l'enhardit. Bien, je suis content que tu comprennes enfin ta place. Maintenant, va me chercher un verre, et fais en sorte qu'il soit bien frais cette fois. Cette nuit-là, Chloé resta éveillée, organisant ses preuves. Elle avait les enregistrements audio des aveux de Bernard, les captures d'écran de l'arrogance d'Amélie, les documents bancaires fournis par Luc et la photo de l'acte de vente frauduleux. Elle avait tout ce qu'il fallait. Elle envoya un message WhatsApp à un numéro qu'elle avait trouvé sur le site d'Égide Investissement, un numéro de contact sécurisé. J'ai les preuves. La réponse fut quasi instantanée, venant de celui qu'elle connaissait comme Léo. Bien, soyez prête. Le spectacle va bientôt commencer. En regardant par la fenêtre de sa petite chambre, elle vit la silhouette de Luc Dubois se promener lentement dans le jardin silencieux, son téléphone collé à l'oreille. Il ne ressemblait plus à un jardinier, mais à un général inspectant ses troupes avant la bataille finale. Chloé sentit une vague de puissance la traverser. La peur avait disparu, remplacée par une certitude glaciale. Le moment de la vérité approchait, et elle savait que la chute de la maison Bernard serait aussi spectaculaire que leur ascension avait été cruelle. La réponse de Luc Dubois sur WhatsApp fit battre le cœur de Chloé à un rythme effréné. Le spectacle va bientôt commencer. Ces quelques mots étaient une promesse, le signal qu'elle attendait. Les jours suivants furent un exercice de maîtrise de soi. Elle joua son rôle à la perfection, celui de la nièce soumise et brisée, tout en observant ses bourreaux avec le calme d'un prédateur attendant le moment parfait pour frapper. Bernard et Isabelle, aveuglés par leur arrogance, ne virent rien. Ils prirent son silence pour de la défaite, sa docilité pour de la résignation. Ils se sentaient plus puissants que jamais, ignorant que le sol se dérobait déjà sous leurs pieds. Ils préparaient ce qu'ils pensaient être le coup de grâce, l'humiliation finale qui devait sceller leur victoire totale sur elle et sur le souvenir de sa mère. L'occasion se présenta sous la forme d'une grande réception organisée à la villa. Ce n'était pas une simple fête, c'était un événement majeur pour Bernard. Il devait annoncer un partenariat avec un groupe d'investisseurs étrangers, un accord qui devait faire de lui une figure incontournable de la finance sur la Côte d'Azur. Pour cette soirée, Isabelle décida que Chloé ne serait pas cachée en cuisine. Elle serait exposée, transformée en un symbole vivant de leur charité condescendante. Elle lui donna une vieille uniforme de serveuse, trop petite et légèrement élimée. « Tu serviras le champagne ce soir », lui ordonna Isabelle avec un sourire cruel. « Je veux que tout le monde voie à quel point nous sommes généreux, au point de donner du travail à une orpheline sans avenir. Souris, Chloé, montre ta gratitude. » Chaque mot était une gifle. Mais Chloé hocha la tête, le regard vide, cachant la tempête qui faisait rage en elle. Le soir de la réception, la villa était encore plus éblouissante que d'habitude. Des politiciens, des financiers et des célébrités locales se pressaient dans les jardins illuminés. Chloé, un plateau de coupe de champagne à la main, naviguait entre les invités, le visage impassible. Elle entendait des bribes de conversation, des rires, des compliments adressés à ses oncles et tantes sur leur magnifique demeure et leur grand cœur. C'était une farce macabre. Pendant ce temps, elle sentit son téléphone vibrer discrètement dans sa poche. Un message de Luc. Le système est activé. Toutes les caméras enregistrent l'audio et la vidéo en haute définition. Le flux est sauvegardé sur un serveur sécurisé hors du pays. Fais ce que tu as à faire, je suis là. Une force nouvelle l'envahit. Elle n'était plus seule. Elle était l'actrice principale d'une pièce dont elle connaissait déjà la fin. Le point culminant de l'humiliation arriva lorsque Bernard monta sur une petite estrade pour son discours. Il remercia ses invités, parla de ses succès, de son avenir brillant. Puis, son regard se posa sur Chloé, qui se tenait non loin de là. « Et bien sûr, dit-il d'une voix faussement émue, je ne serais pas là sans le soutien de ma famille.
Même dans les moments difficiles, nous avons toujours su prendre soin des nôtres. Il fit un geste en direction de Chloé. Ma chère nièce, Chloé, par exemple. Après la tragédie de sa mère, nous l'avons accueillie. Nous lui offrons un toit, un but. C'est notre devoir. Un murmure approbateur parcourut la foule. C'était insupportable. Mais ce n'était pas fini. Après son discours, alors que les applaudissements retentissaient encore, Amélie s'approcha de Chloé, un sourire venimeux aux lèvres. Elle tenait son téléphone, filmant en direct pour ses milliers d'abonnés sur Instagram. « Alors, Cendrillon, tu aimes la fête ?» dit-elle assez fort pour que les gens autour entendent. « Dis bonjour à mes followers, ils adorent les histoires de Cendrillon, surtout quand elles restent à leur place. » C'est à ce moment précis que Bernard, se sentant invincible, commit l'erreur fatale. Il s'approcha d'elle, son visage déformé par un mélange d'alcool et de mépris. Il prit une coupe de champagne sur son plateau. « Tu sais, Chloé, » dit-il à voix basse, mais pas assez pour que le micro caché dans le bouton de sa chemise, un gadget que Luc lui avait fait passer la veille, ne capte pas chaque syllabe. « J'ai parlé à la clinique aujourd'hui. J'ai signé les papiers pour son transfert dans un hospice public. Ses chances sont nulles de toute façon. C'est une perte d'argent. » Il but une gorgée de champagne. « À partir de demain, tu es libre. Libre de quitter ma maison. Tu n'as plus rien à m'offrir. » Il lui jeta un regard glacial. « La maison de ta mère a déjà été vendue. Tu n'as nulle part où aller, c'est la fin du jeu pour toi. » Il pensait lui asséner le coup final, la briser pour de bon. Il ne vit pas le calme étrange dans les yeux de Chloé. Il ne vit pas le léger hochement de tête qu'elle fit en direction du jardin, là où un jardinier observait la scène depuis l'ombre. Chloé sentit une larme couler sur sa joue. Mais ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de soulagement. C'était la dernière pièce du puzzle, l'aveu final, enregistré en audio et en vidéo, devant des dizaines de témoins. Elle avait tout. Elle leva les yeux et croisa le regard de son oncle. Pour la première fois, elle ne baissa pas les siens. Elle le regarda droit dans les yeux. Et dans son regard, il n'y avait plus de peur, seulement une pitié glaciale. Bernard fronça les sourcils, déconcerté par ce changement soudain. Il ne comprit pas. Il était trop tard. Chloé se retourna lentement et quitta la terrasse, laissant derrière elle les rires et les conversations futiles. Elle se dirigea vers l'intérieur de la maison, son cœur battant non pas de peur, mais d'une anticipation féroce. Elle passa devant un grand miroir doré et s'arrêta un instant. Elle regarda son reflet, la jeune femme dans l'uniforme ridicule, le visage marqué par la fatigue et les larmes. C'était la dernière fois qu'elle la verrait. Le masque allait enfin tomber. Demain, ils apprendraient tout ce qui elle était vraiment, et surtout, ils apprendraient qui était vraiment l'homme qu'ils n'avaient jamais pris la peine de regarder, leur jardinier. En quittant la terrasse baignée de lumière et de faux semblants, Chloé ne retourna pas dans sa petite chambre au-dessus du garage. Elle se dirigea d'un pas assuré vers la bibliothèque, une pièce sombre et silencieuse que personne n'utilisait jamais. Luc Dubois l'y attendait, debout près de la fenêtre, son visage habituellement impassible traversé par une lueur d'acier. Il n'était plus Léo le jardinier, il était le général qui s'apprêtait à lancer l'assaut final. Sur la grande table en acajou, un ordinateur portable dernier cri était ouvert, affichant une interface complexe. « C'est fait », dit Chloé, sa voix étonnamment stable. « J'ai l'enregistrement. » Il a tout avoué, le transfert de ma mère, la vente de la maison, tout. Luc hocha la tête, un mince sourire apparaissant au coin de ses lèvres. « Parfait. C'était la dernière pièce. Le dossier est complet. » Il tourna l'écran vers elle. Dessus, des dizaines de fenêtres étaient ouvertes. Des fichiers audio, des vidéos de surveillance, des documents bancaires, des captures d'écran. C'était la chronique méticuleuse de la cupidité et de la cruauté de sa famille, un arsenal numérique prêt à être déployé. Pendant que Chloé et Luc finalisaient leur plan, Bernard et Isabelle célébraient leur triomphe. La réception était un succès retentissant. Les investisseurs étaient impressionnés,
les invités flatteurs. Ils se sentaient au sommet du monde, invincibles. Après le départ des derniers convives, ils s'installèrent dans le grand salon avec Amélie, sabrant une nouvelle bouteille de champagne. « Tu as vu son visage quand je lui ai parlé de l'hospice ?» ricana Bernard, imitant une expression de désespoir. On aurait dit un chiot abandonné. C'est enfin terminé. Plus de factures, plus de responsabilités. Isabelle ajouta en consultant son téléphone. « Et demain, j'appelle une agence pour qu'ils viennent chercher toutes ses affaires. Je ne veux plus aucune trace d'elle ou de sa mère dans cette maison. » Amélie, absorbée par son direct Instagram, leva les yeux. « Maman, j'ai une idée géniale. Je vais filmer son départ demain matin. Une dernière story pour la route. Mes followers vont adorer ce drama. » Ils riaient, trinquaient à leur victoire, complètement inconscients que dans une autre pièce de leur propre maison, leur empire était sur le point d'être réduit en cendres. Dans la bibliothèque, l'ambiance était électrique. Luc était en communication via une messagerie cryptée avec son équipe. L'avocat a reçu le dossier complet. Il prépare les mandats. Le journaliste d'investigation est prêt à publier l'article à mon signal. Le contact au ministère des Finances attend les preuves de fraude fiscale. Tout le monde est en position. Il se tourna vers Chloé. Le plan est simple. Demain matin, à 9 heures précises, Bernard a une réunion en visioconférence avec le conseil d'administration de l'entreprise de ton grand-père pour finaliser la vente aux investisseurs étrangers. C'est à ce moment-là que nous frapperons. Il lui expliqua les détails. Le système de visioconférence de la villa était déjà sous son contrôle. Au lieu de la présentation de Bernard, c'est une vidéo compilant toutes les preuves qui serait diffusée à l'ensemble du conseil, aux investisseurs et simultanément en direct sur plusieurs plateformes d'information. Ils ne s'y attendront pas? Ils seront pris au piège, en direct, devant le monde entier. Il n'y aura aucune échappatoire. Chloé sentit un mélange de peur et d'excitation. C'était audacieux, presque théâtral. « Et moi, quel était mon rôle ?» demanda-t-elle. Luc la regarda avec une intensité nouvelle. « Ton rôle est le plus important. Tu seras le visage de la vérité. Après la diffusion de la vidéo, tu entreras dans le bureau, tu leur feras face. Ce ne sera pas moi qui les condamnerai, Chloé. Ce sera toi. C'est ton histoire, ta justice. » Il lui tendit un petit écouteur discret. « Je serai en ligne avec toi. Je t'entendrai et tu m'entendras. Tu ne seras pas seul. » Il posa une main sur son épaule, un geste étonnamment réconfortant. « Tu as été incroyablement courageuse. Ton père, qui était mon meilleur ami et mon mentor, serait si fier de toi. » La mention de son père, décédé des années plus tôt dans des circonstances qu'elle avait toujours trouvées troubles, la frappa en plein cœur. Elle comprit alors que pour Luc, cette vengeance était aussi personnelle. La nuit fut longue. Chloé ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre de sa chambre, regardant les étoiles. Elle repensa à tout ce qu'elle avait enduré. Les humiliations, la peur constante pour sa mère, la solitude. Elle sortit une vieille photo de son portefeuille, une image d'elle enfant, riant aux éclats sur les genoux de son père, sa mère à leur côté, le soleil brillant sur leurs visages heureux. C'était pour eux qu'elle se battait. Pour leur mémoire, pour la justice qui leur avait été volée. Alors que les premières lueurs de l'aube coloraient l'horizon, une résolution de fer s'installa en elle. La peur avait totalement disparu, remplacée par une certitude calme. Elle n'était plus la victime. Elle était l'instrument du destin, le catalyseur qui allait rétablir l'équilibre. À 8 heures du matin, la maison commença à s'animer. Chloé entendit Bernard crier des ordres, Isabelle parler au téléphone avec l'agence de déménagement, Amélie rire en préparant sa story du jour. Ils étaient comme des acteurs dans une pièce dont ils ignoraient la fin tragique. Chloé s'habilla, non pas avec son uniforme, mais avec une robe simple et digne qu'elle gardait pour les rares occasions. Elle plaça le petit écouteur dans son oreille et l'activa. La voix calme de Luc résonna, claire comme du cristal. Tout est en place. L'équipe juridique est devant le portail.
La police est prévenue et attend à 5 minutes d'ici. Les journalistes sont en ligne. Le monde entier est sur le point de regarder. Es-tu prête? Chloé prit une profonde inspiration. Elle regarda une dernière fois la photo de ses parents, puis la rangea soigneusement. « Je suis prête », répondit-elle, sa voix ne tremblant pas. Il était temps de montrer la vérité au monde entier et de regarder leur monde de mensonges s'écrouler brique par brique. À 9h moins 1, Bernard s'installa devant le grand écran de son bureau, ajustant sa cravate avec un air suffisant. Isabelle et Amélie se tenaient derrière lui, prêtes à savourer le moment où il deviendrait le maître incontesté de l'empire familial. « Préparez le champagne », lança Bernard sans se retourner. « Dans 1 heure, nous serons infiniment plus riches. » Sur l'écran, les visages des membres du conseil d'administration et des investisseurs étrangers apparurent dans de petites fenêtres, tous sérieux et attentifs. Bernard prit une profonde inspiration, un sourire carnassier aux lèvres et commença. « Messieurs, bonjour. C'est un grand jour pour nous tous. Comme vous pouvez le voir dans la présentation qui va suivre. » Il cliqua sur son ordinateur pour lancer son diaporama. Mais ce ne fut pas son graphique de croissance qui s'afficha. À la place, l'écran devint noir une fraction de seconde, puis une vidéo commença. C'était la story Instagram d'Amélie, celle où elle se moquait de la mendiante à Cannes. Le choc fut instantané. Bernard cliqua frénétiquement sur sa souris, mais il n'avait plus le contrôle. La vidéo continua, enchaînant avec une autre, celle où Amélie jetait sa robe de créateur à la poubelle. Les visages sur l'écran passèrent de la confusion à la désapprobation. « Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ?» gronda Bernard, son visage devenant rouge. Mais la vidéo changea de nouveau. L'image tremblante d'un acte de propriété apparut avec un zoom sur la signature contrefaite de la mère de Chloé. Puis, la voix de Bernard résonna dans le silence glacial du bureau, claire et nette, provenant de l'enregistrement audio de Chloé. Elle ne se souviendra même pas de l'avoir signé? C'était d'une facilité déconcertante. Isabelle poussa un cri étouffé, sa main se portant à sa bouche. Amélie, livide, fixait l'écran, comprenant que son monde de paillettes était en train de s'effondrer en direct. C'est à ce moment que la porte du bureau s'ouvrit doucement. Chloé entra. Elle n'était plus la nièce effacée dans son uniforme de soubrette. Elle portait sa robe simple, sa posture était droite, son regard déterminé. Elle avança calmement vers le bureau, ignorant les regards horrifiés de sa famille. Derrière elle, Léo, ou plutôt Luc Dubois, la suivit, vêtu d'un costume sur mesure impeccable, son expression aussi dure que le marbre. Les membres du conseil le reconnurent immédiatement. Un murmure parcourut l'assemblée virtuelle. « Monsieur Dubois, que faites-vous là ?» demanda l'un des investisseurs, stupéfait. Bernard se retourna, le visage décomposé par la panique. « Toi? » Le jardinier. « Qu'est-ce que tu fiches ici? Sécurité! » cria-t-il. Mais personne ne vint. « Votre sécurité ne travaille plus pour vous, Bernard, » dit Luc d'une voix calme qui glaça le sang. « En fait, plus rien ici ne vous appartient. » La vidéo à l'écran continua son œuvre de destruction. Elle montra les extraits des transactions bancaires frauduleuses, des millions d'euros détournés vers des comptes offshore. Puis, le clou du spectacle, la séquence filmée la veille au soir par les caméras de surveillance. On y voyait Bernard, en gros plan, avouer à Chloé son intention de transférer sa mère dans un hospice public pour la laisser mourir. « C'est une perte d'argent », disait son double à l'écran, tandis que le vrai Bernard semblait s'être transformé en statue de sel. La vidéo se termina. Un silence de mort pesa sur la pièce et sur la conférence virtuelle. Chloé prit la parole, sa voix résonnant grâce au micro discret que Luc avait activé. « Pendant des années, » commença-t-elle, s'adressant non pas à sa famille, mais au visage sur l'écran. « Vous avez volé, menti et détruit la vie de ma mère, la propre sœur de cet homme. Vous l'avez laissée pour morte tout en dépensant l'argent qui lui revenait de droit. » Elle posa sur le bureau une pile de documents. « Voici les preuves. Chaque transaction,
chaque mensonge, chaque acte de cruauté. Elle se tourna enfin vers son oncle. Le jeu est terminé, Bernard. Il la regarda, les yeux exorbités, la haine et la peur se battant sur son visage. Tu n'es rien, une petite garce ingrate, hurla-t-il, perdant tout contrôle. Il se jeta en avant pour la saisir, mais Luc s'interposa, son corps formant une barrière infranchissable. Au même moment, le bruit de sirène se fit entendre, se rapprochant rapidement. Des voitures de police se garèrent devant la villa. La porte d'entrée fut enfoncée et des policiers en uniforme, accompagnés d'avocats en costume, firent irruption dans la maison. Simultanément, les téléphones de tous les participants à la conférence vibrèrent. Un lien venait de leur être envoyé. C'était l'article du journaliste d'investigation qui venait d'être mis en ligne détaillant l'affaire avec toutes les preuves à l'appui. Le hashtag Justice pour Chloé commença à apparaître sur les réseaux sociaux, se propageant comme une traînée de poudre. La chute était totale, publique et irréversible. Bernard tomba à genoux, comprenant que tout était perdu. Isabelle pleurait hystériquement, tandis qu'Amélie, réalisant que sa carrière d'influenceuse était terminée, s'effondra sur une chaise, le regard vide. Les policiers entrèrent dans le bureau. Bernard et Isabelle Leclerc, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, abus de confiance et mise en danger de la vie d'autrui. Alors qu'on leur passait les menottes, Bernard jeta un dernier regard plein de venin à Chloé. Mais elle ne flancha pas. Elle le regarda se faire emmener, non pas avec haine, mais avec une tristesse infinie pour ce qu'ils étaient devenus. Les investisseurs, l'un après l'autre, mirent fin à l'appel, leur visage exprimant le dégoût. Le partenariat de rêve de Bernard s'était évaporé en quelques minutes. Quand le silence retomba enfin dans le bureau, Chloé sentit la tension des derniers mois la quitter d'un seul coup. Des larmes coulèrent sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de libération. Luc s'approcha d'elle. « C'est fini, dit-il doucement. La justice est rendue. » Dehors, une foule de journalistes s'était déjà rassemblée devant les grilles de la villa. Le monde entier était témoin de la chute de la maison Leclerc. Chloé regarda par la fenêtre la scène chaotique, puis son regard se posa sur le jardin, baigné par le soleil du matin. Pour la première fois depuis des années, elle sentait qu'elle pouvait respirer. La vérité avait enfin éclaté, illuminant les recoins les plus sombres de leur vie, et elle savait que plus rien ne serait jamais comme avant. La chute de la maison Leclerc fut aussi rapide et brutale que leur ascension avait été cruelle. Dans les semaines qui suivirent leur arrestation spectaculaire, les détails de leurs méfaits firent la une de tous les journaux. L'affaire devint un symbole national de l'arrogance des nantis et du triomphe de la justice. Le procès fut très médiatisé. Bernard et Isabelle, dépouillés de leur superbe, apparurent comme des personnages pitoyables, tentant en vain de nier l'évidence face à un déluge de preuves accablantes. Bernard fut condamné à une lourde peine de prison pour fraude aggravée, abus de faiblesse et détournement de fonds. Isabelle reçut une peine plus légère, mais fut également incarcérée pour complicité. Leur fortune, bâtie sur des mensonges, fut saisie pour rembourser les dettes et dédommager les victimes. La villa Belle Étoile, autrefois théâtre de leur cruauté, fut vendue aux enchères. Quant à Amélie, bien qu'elle échappât à la prison, sa punition fut peut-être la plus cruelle pour elle. Elle devint une paria sociale. Ses milliers de followers se transformèrent en des milliers de détracteurs. Huée en public, abandonnée par ses amis et ruinée, elle disparut de la scène publique, sa chute servant de leçon brutale sur la vacuité de la célébrité construite sur le mépris. Pour Chloé, la vie recommença. Grâce à l'intervention de Luc, sa mère fut immédiatement transférée dans la meilleure clinique de Suisse, où elle reçut les soins les plus avancés. Miraculeusement, son état commença à s'améliorer. Quelques mois plus tard, elle était en rémission, un miracle que les médecins attribuèrent autant au traitement qu'à la fin du stress qui la rongeait. Chloé, reconnue par la justice comme l'héritière légitime de la part de l'entreprise de son grand-père, se retrouva à la tête d'une fortune considérable. Mais l'argent n'était pas sa récompense. Sa vraie victoire était de voir sa mère sourire à nouveau.
Ensemble, elles rachetèrent leur ancienne petite maison, celle que Bernard avait volée, et la rénovèrent, la remplissant de nouveaux souvenirs heureux. La villa Belle Étoile. Elle fut rachetée par une fondation caritative et transformée en un centre d'accueil pour les familles de malades, un symbole puissant de transformation du mal en bien. Luc Dubois, le mystérieux jardinier, redevint le magnat de la finance respecté, mais l'affaire avait changé quelque chose en lui. Il avait honoré la promesse faite à son vieil ami, le père de Chloé, de veiller sur sa famille. Lui et Chloé, unis par cette épreuve, restèrent très proches. Il devint son mentor en affaires, l'aidant à gérer son héritage avec sagesse et compassion. Ensemble, ils créèrent la Fondation Dubois-Leclerc, une organisation dédiée à fournir une aide juridique et financière aux personnes victimes d'abus de confiance familiaux. L'histoire de Chloé, qui avait fait le tour du monde, inspira des milliers de personnes à briser le silence. Leur fondation devint un phare d'espoir pour ceux qui se croyaient sans défense. Netflix leur proposa même de produire une série basée sur leur histoire, une offre qu'ils acceptèrent à condition que tous les bénéfices soient reversés à la fondation. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, la vie a trouvé un nouvel équilibre. Chloé n'est plus la jeune femme craintive et soumise. Elle est devenue une philanthrope respectée, une femme d'affaires avisée qui utilise sa fortune pour faire le bien. Elle donne des conférences dans les universités, partageant son histoire non pas comme un récit de vengeance, mais comme un témoignage du pouvoir de la résilience et du courage. Sa mère, en pleine santé, s'occupe des jardins du centre d'accueil, l'ancienne villa offrant des fleurs et du réconfort là où il n'y avait autrefois que froideur et mépris. Le contraste entre le passé et le présent est saisissant. Là où il y avait des larmes d'humiliation, il y a maintenant des rires de joie. Là où régnait le désespoir, fleurit maintenant l'espoir. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui vous touche.